Bonjour. Moi, pour commencer, je vais vous proposer un petit sondage. Qui, ce matin, est arrivé au Havre en train? Qui est arrivé en voiture? Et qui, parmi vous, est arrivé en véhicule électrique? Maintenant, une question. À votre avis, quelle est la part des émissions de CO2 mondiales qui sont imputables au transport individuel, au transport automobile? 15%. 15% des émissions de CO2 sont imputables à l'automobile dans le monde. C'est pour ça que quand on est un constructeur, eh bien, on est concerné au premier chef par cette question des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi pour ça que l'Alliance Renault-Nissan a décidé, à l'invitation notamment de Laurent Fabius, qui l'a rappelé ce matin, d'être un partenaire de la conférence de Paris. Alors, quels sont les trois grands enjeux environnementaux et sociaux de l'automobile? Le premier, on en a parlé, c'est le climat, avec les gaz à effet de serre, mais ce n'est pas le seul, bien sûr. Deuxième enjeu, ce sont les ressources. Les ressources parce qu'un véhicule, c'est en moyenne 1200 kg de matière, souvent de matière première. Et puis, dans 97% des cas, un véhicule, aujourd'hui, il est propulsé à l'essence, au diesel, donc au pétrole. C'est vous dire, au fond, la dépendance, voire l'addiction de l'automobile, encore aujourd'hui, à cette énergie fossile non renouvelable qu'est le pétrole. Donc la question des ressources. Et puis le troisième enjeu, c'est la santé. C'est la santé parce que on sait que au-delà du CO2, qui crée de la pollution atmosphérique, on doit aussi parler des particules. Des oxydes d'azote, qui sont là des polluants que l'on va trouver notamment dans le milieu urbain. Et on connaît l'impact très important qu'on sait chiffrer aujourd'hui de ces émissions sur la santé. Eh bien, si je vous parle de ces trois enjeux-là, c'est parce que, et non pas seulement du climat, c'est parce que d'abord ils sont complètement interdépendants. Et puis c'est aussi parce que nous, on a décidé d'avoir une approche et des réponses globales à ces problématiques. Et quand je dis nous d'ailleurs, et c'est bien sûr dans le respect du bien-être des générations futures. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble de la filière automobile, c'est les constructeurs, mais c'est aussi les fournisseurs, les distributeurs, qui se sont regroupés et qui agissent ensemble. Et d'ailleurs, on doit le reconnaître, aidés en cela par des réglementations très pointues, notamment les réglementations européennes, qui, au fil de l'eau, nous ont permis d'avancer, de progresser dans ce domaine. Alors, une entreprise comme Renault a pris des engagements très forts, et ça depuis, on va dire, plus de 20 ans. Et depuis 2010, on a pris l'engagement de réduire de 3% chaque année notre empreinte carbone globale. En 3 ans, ça représente, vous l'avez à l'écran, 10 millions de tonnes de CO2 évitées. C'est considérable. Et c'est, pour vous donner un ordre de grandeur, si l'ensemble des émetteurs dans le monde faisaient la même chose, faisaient moins 3% chaque année, eh bien, l'objectif de la conférence de Paris, rappelé par Laurent Fabius, contenir à 2 degrés le réchauffement climatique, ça signifie de réduire de 40 à 70% les émissions de CO2, de gaz à effet de serre. Eh bien, si chacun des émetteurs faisait moins 3%, eh bien, on y serait à cet objectif en 2050. Alors, pour vous donner un autre comment est-ce que l'on fait, comment est-ce que l'on procède? Je vais vous donner 3 exemples. Premier exemple, dans nos usines. On en a partout dans le monde, on en a même une tout près là, au Havre, à Sandouville. Mais moi, je vais vous parler de celle de Tanger. Dans le nord du Maroc, 90% de l'électricité nécessaire pour faire fonctionner cette grande usine est produite à partir d'électricité renouvelable. D'une part, on s'approvisionne dans un champ d'éoliennes dans la région, et puis on a aussi des chaudières à biomasse, comme vous voyez à l'écran, dans lesquelles on fait brûler des noyaux d'olive
et on sait qu'il y en a beaucoup au Maroc. Deuxième exemple, qui concerne là nos véhicules. Je vous parlais des matières premières. Eh bien, de plus en plus, on remplace les matières premières par des matières recyclées dans vos véhicules neufs. On atteint aujourd'hui 30% de matières recyclées dans nos véhicules. Matières recyclées, ça me fait penser un peu comme le disait Antoine Frérot, ça me fait penser à une bouteille d'eau. Bon, vous le savez, pour rester en bonne santé, on dit qu'il est pas mal de boire 2 litres d'eau par jour. Ce qu'on sait moins, c'est que pour l'ensemble de notre consommation, en moyenne, un être humain a aussi besoin de 2 litres de pétrole par jour. Le pétrole, j'y reviens. Et un quart de ces 2 litres, c'est-à-dire un demi-litre, est consacré à nos transports, à l'ensemble de nos déplacements. Donc, je vous disais, cette addiction au pétrole, elle est réelle. Et donc, ça veut dire que pour l'ensemble de nos véhicules, quand on est un constructeur généraliste comme Renault, il faut absolument qu'on réduise la consommation d'essence et de diesel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en réduisant la consommation d'essence, on réduit les émissions de CO2. Je vais vous donner un exemple. Il y a 20 ans, avec un véhicule, peu importe lequel, avec un plein d'essence, il était possible de parcourir la distance entre Le Havre, où on est aujourd'hui, et arriver à Clermont-Ferrand. Donc ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, avec le même plein d'essence, on parcourt la distance entre Le Havre et Parme, en Italie. Vous voyez les progrès qui ont été réalisés. Et vous avez à l'écran maintenant, sur l'ensemble des dimensions que je vous ai indiquées, les progrès réalisés entre l'accord de Kyoto 95 et la conférence de Paris 2015. Mais tout ça, ce sont des progrès, on va dire, pas à pas. Hein, c'est beaucoup d'efforts, pas à pas. Mais face à l'urgence climatique, on a maintenant besoin de solutions radicales. Et ça, d'autant plus qu'on le sait, de plus en plus de personnes dans le monde aspirent à accéder à la mobilité automobile. Et d'une certaine façon, c'est tout à fait légitime. Pourquoi est-ce qu'on les en empêcherait ? Mais donc, quand on a d'un côté ces enjeux et de l'autre côté un nombre croissant de personnes qui souhaitent accéder à l'automobile, on voit que le problème n'est pas facile à résoudre. Parce que l'automobile, pour certains, c'est un formidable vecteur de liberté, d'épanouissement. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement le moyen de nourrir sa famille. C'est le moyen de transporter sa production agricole jusqu'à la ville. C'est le moyen d'accéder au travail. Eh bien, ces gens-là, on n'a pas envie de les priver de cette possibilité. Mais pour pouvoir régler à la fois la question du CO2, on en a parlé tout à l'heure, la question de la dépendance au pétrole, mais également les aspects de pollution atmosphérique, donc pour améliorer la qualité de l'air dans nos villes et dans les villes du monde entier, et tout en permettant au maximum de personnes d'accéder à l'automobile, eh bien pour ça, nous, on pense qu'il y a une solution qui s'impose parmi d'autres, c'est la mobilité électrique, 100% électrique, 0 émission de CO2 à l'usage. Et c'est pour ça que Renault, avec son partenaire Nissan dans l'Alliance, a pris le leadership et a souhaité devenir le leader mondial, et c'est le cas aujourd'hui, de la mobilité électrique. Et puis c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'accompagner la conférence de Paris en étant le transporteur mobilité électrique pour les délégués de la conférence. Alors, tout ça, a aussi des conséquences sur le modèle de nos entreprises. Toutes ces contraintes et les solutions dont je viens de vous parler, elles vont avoir un impact sur notre modèle d'entreprise. Elles vont les transformer de l'intérieur, profondément. On voit 3 mutations principales. La première, c'est bien sûr la mutation technologique. On est tiré par la mutation technologique parce qu'un véhicule électrique, c'est effectivement une rupture en termes de technologie, mais un véhicule électrique avec son système de recharge, c'est aussi une transformation de l'écosystème. Parce qu'on va avoir de nouveaux acteurs qui vont entrer dans le business. On va avoir des partenariats différents entre entreprises privées, par exemple avec les énergéticiens, ou également des partenariats entre les entreprises
et les collectivités, les villes, les régions qui veulent s'équiper d'une mobilité décarbonée. Deuxième mutation, c'est la mutation de nos modèles économiques. Antoine Frérot a beaucoup parlé d'économie circulaire. C'est aussi un champ chez nous très important pour Renault, c'est-à-dire concevoir des véhicules éco-conçus de manière à pouvoir les recycler en fin de vie entièrement. Et le deuxième enjeu, la deuxième rupture économique, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Si vous achetez une voiture électrique, j'espère que vous serez nombreux après ma démonstration, vous achetez votre voiture, mais vous êtes locataire de la batterie qui stocke l'électricité, et vous payez chaque mois un abonnement comprenant la location de la batterie et l'électricité que vous allez consommer. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix en tant que constructeur, nous, de rester propriétaires de la batterie? Première raison, c'est qu'on va s'occuper, on va préparer ce qu'on appelle la seconde vie des batteries. Après quelques années à propulser votre voiture, ces batteries, on les installe sur les bâtiments qui sont équipés de panneaux photovoltaïques, et ces batteries, elles vont permettre de stocker l'électricité produite par les panneaux. Donc c'est ça la deuxième vie des batteries. Et puis après, eh bien, on prend en charge le recyclage intégral et la réutilisation des matières telles que le lithium pour d'autres batteries. Voilà principalement l'intérêt. Et pour vous, clients ou futurs clients de véhicules électriques, eh bien, ça vous permet tout simplement, en gardant la même voiture, d'avoir la possibilité d'obtenir les dernières générations de batteries. Et on sait que dans ce domaine, les progrès sont très très rapides, et donc beaucoup plus rapides que le cycle de renouvellement d'une voiture. Troisième mutation, eh bien, c'est la mutation des usages. La mobilité, de plus en plus, ça devient un service. On est nombreux à avoir déjà expérimenté le covoiturage, l'autopartage, mais aussi la location de véhicules ou de parking entre particuliers. Finalement, quand on regarde l'économie collaborative, on voit que la mobilité, elle est souvent très centrale là-dedans. Eh bien, ça aussi, on l'accompagne. Mais je peux vous dire que ça change très sérieusement la donne pour une entreprise comme la nôtre. Au fond, si je me résume, tout ce que l'on fait là, c'est pour vous offrir une mobilité à la fois sans carbone, une mobilité connectée et bientôt d'ailleurs autonome, mais aussi une mobilité plus inclusive pour toutes les populations, et puis partagée de plus en plus. Le mouvement est en marche, c'est moi qui vous le dis. Chaque jour dans le monde, une personne décide de passer d'un véhicule thermique, classique, à un véhicule électrique. Une personne toutes les 3 minutes dans le monde fait ce choix aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis, le mouvement est en marche. Et c'est à nous de l'accompagner, mais on veut l'accompagner avec vous. Donc, pourquoi pas vous? Il faut maintenant qu'on aille tous recharger nos batteries. Et je vous promets, parce qu'en plus, je n'en ai pas parlé, mais le véhicule électrique, c'est un véhicule silencieux. Et je vous promets un havre de paix. Merci de votre attention. Merci Claire Martin.